Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui c'est un grand jour, je vais vous parler du chapitre 2 d'un jeu que j'adore qui s'appelle l'Ordre de Veyel, voilà, de chez Paria Éditions. C'est un jeu absolument dingue, c'est ici, c'est une énorme boîte, regardez-moi l'épaisseur de cette boîte par rapport à ma tête, c'est très gros, ça pèse extrêmement lourd, c'est rempli de matos et c'est absolument dingue pour les gens qui aiment les dungeon crawlers et les jeux de plateau avec des figurines ou des petits standees, puisque là en l'occurrence ce ne sera pas des figurines puisqu'il faudra que vous les preniez en option si vous voulez sur le site, vous les achetiez à la boutique de Paria et donc on voit ça tout de suite, comment ça marche, quels sont les apports de l'Ordre de Veyel chapitre 2 et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Quel bonheur les amis de vous présenter le matériel de l'Ordre de Veyel chapitre 2. Alors vous aurez forcément besoin du chapitre 1 pour jouer au chapitre 2 puisque les deux jeux se complémentent et vous allez devoir enlever certaines cartes du chapitre 1 pour les remplacer, pour les mettre de côté, et puis certaines remplacées par certaines cartes du chapitre 2, notamment les paquets forgerons, etc. Il va falloir trier les cartes forgerons ici avec l'or, donc en fait toutes celles qui seront jaunes, vous allez les mettre de côté, et puis vous allez trier celles qui seront bronze et argent, que vous allez mettre également à part des autres. Donc vous allez ajouter toutes les cartes forgerons à vos cartes forgerons du chapitre 1, vous allez faire de même pour les événements et pour l'alchimiste, et puis vous allez avoir donc des nouvelles cartes qui seront ici les capacités de niveau 1 et ici les capacités de niveau 7 puisque vous allez pouvoir aller jusqu'au niveau 7, donc ça c'est vraiment cool. Le chapitre 2 sera accompagné du livre de scénario que vous allez ouvrir à la première page, puis pour commencer à vous imprégner de l'histoire. Et donc vous allez comme ceci, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, faire des choix, aller dans différentes pages pour lire différents chapitres du livre de scénario. Et ce livre de scénario va vous amener à un moment donné sur un champ de bataille, comme celui-ci par exemple, et surtout comme celui qui est montré juste ici. Voici donc notre chapitre 34 avec ici la map telle qu'elle est installée ici. Alors je l'ai mise dans l'autre sens pour la caméra. Vous avez ici le nombre de monstres qu'il va falloir mettre en place avec leur numéro. Donc vous avez toutes les positions ici et vous avez un indicateur pour le nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'ici par exemple, vous allez devoir être à partir de 4 joueurs ou plus pour avoir ce personnage, et ainsi de suite, 5 joueurs et plus et 6 joueurs. Et tout ce qui est sans numéro comme ceci, eh bien, vous allez devoir les mettre en place directement. Si vous gagnez le scénario, vous devrez aller ici en 145 pour continuer votre histoire, l'histoire du chapitre 2, et vous allez ici avoir un tableau qui va vous demander de prendre certaines cartes dans le paquet événement, donc les cartes réanimation et objets perdus. Donc si vous étiez 3 joueurs, eh bien il aurait peut-être fallu prendre des cartes comme dans un autre scénario, par exemple le prochain que je vais vous montrer ici, pourquoi pas, perdu d'avance, voilà, vous allez prendre ça et puis vous allez cumuler. Donc si vous êtes 6 joueurs, vous allez cumuler toutes les cartes événements que vous allez donner au maître de donjon, si vous avez un maître de donjon parmi vous, ou bien vous allez les mettre de côté, comme là je vais le faire tout de suite pour avoir le maître de donjon de façon automatique. Lorsque vous aurez terminé le scénario, suivant le nombre de joueurs que vous serez, eh bien vous allez obtenir des butins. Et ces butins, vous allez les chercher dans la pile de cartes du forgeron ou de l'alchimiste afin de vous les répartir entre joueurs. Voilà, vous savez comment ça se passe au niveau des scénarios et vous avez également peut-être vu sur le plan que je vous ai montré juste avant, une petite étoile jaune. Et bien vous allez placer un joueur à cet endroit-là et les autres joueurs, les autres héros sur les cases d'à côté. Chaque joueur va choisir un personnage parmi la quantité astronomique que vous avez de personnages dans la boîte de jeu et vous allez prendre un pion de niveau 5 puisque en fait le livre de scénario va vous dire de prendre le niveau 5 et donc niveau 5 ça veut dire que vous allez avoir 4 capacités, 4 points d'évolution de votre personnage, entre le niveau 1 et le niveau 5 il y a 4 points, et bien vous allez prendre des petits points dans la boîte, ou bien la très bonne idée qu'a eu une personne sur le forum il y a quelques jours d'acheter cette petite boîte, enfin celle-ci ou une autre, de dés qui font exactement la taille. Regardez, ça c'est carrément magique, et vous allez prendre par exemple une couleur par joueur, et vous allez plus être embêté avec les petits cartons qui parfois s'incrustent pas très bien. Mais bon, si vous voulez garder l'esthétique du jeu, pas de problème, sinon vous avez cette solution qui est vraiment cool et qui vous permet, comme ceci, de prendre un dé et puis de changer la valeur suivant la valeur de votre niveau d'évolution. Donc ça c'est très chouette, voilà, vous pouvez faire ça et ça coûte très peu cher.
ce sont des dés de 12 mm. Donc vous allez faire évoluer directement votre personnage. Donc vous voyez par exemple ici je lui ai rajouté 3 de points de vie et ici 1 point de force, donc on est bien à 4, donc pas de problème. Vous allez ensuite prendre 6 cristaux dans le petit sac à cristaux que voilà qui est ici. Et puis donc les cristaux ce sont les petits gemmes comme ça noirs. Et vous allez pouvoir dépenser vos cristaux chez le forgeron et chez l'alchimiste. Donc vous allez prendre toute la pile argent et bronze du forgeron et puis vous allez choisir là-dedans. Donc par exemple moi j'ai choisi une armure en tissu donc pour une valeur de 1. J'ai choisi une estoc pour une valeur de 2. J'ai choisi un bouclier rond pour une valeur de 2. Et donc on arrive bien à 5, il doit me rester un gemme normalement qui devrait être ici mais c'est pas grave, et puis ici bah, c'est pareil, j'ai acheté de l'équipement pour mon éclaireur. Donc forcément n'oubliez pas de rajouter les petits bonus de défense, comme par exemple ici un bonus de défense de plus 2 et un bonus de réduction de dégâts de 2 grâce à mon armure en cuir clouté. Si vous avez un bouclier comme pour ce joueur, eh bien vous allez mettre le petit bonus du bouclier juste ici, et au fur et à mesure de la partie, si vous récupérez des cartes runes qui vont vous donner des petits points d'amélioration sur certaines capacités, eh bien vous allez les mettre ici dans la case rune, rien de compliqué. Chaque joueur va prendre une capacité de niveau 1 parmi toutes celles qui sont proposées, donc à chaque fois il y en a 2 de chaque et vous allez donc comme ceci choisir une capacité de niveau 1 pour votre personnage, c'est demandé comme ça dans le livre de scénario. Ensuite vous verrez plus tard qu'il faudra peut-être récupérer un catalyseur de corruption que vous allez prendre, et lorsque vous allez récupérer ce catalyseur de corruption, eh bien vous allez prendre une petite potion qui correspond à ici naissance de corruption. Et puis donc vous allez pouvoir l'utiliser peut-être comme vous voulez, sauf qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, eh bien cela va vous donner de la corruption. Et la corruption, eh bien elle est représentée sur cet nouveau accessoire, sur ce nouvel accessoire qui est ici avec ce petit cube violet. Et donc vous allez monter, par exemple si j'utilise ma corruption pour perforation brutale, eh bien j'augmenterai de 3 ma corruption juste ici. Alors qu'est-ce que ça fait la corruption? Eh bien c'est très simple, c'est que lorsque vous allez faire un jet d'attaque, si vous faites un chiffre égal ou inférieur à votre niveau de corruption, eh bien vous allez faire péter la corruption, et à ce moment là vous allez la redescendre à 0, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien sur 4 cases autour de vous, les alliés ou les ennemis prendront tous 2 points de dégâts et 2 points de corruption. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir essayer de maîtriser, de profiter de la corruption, mais en essayant de pas la faire péter quand vous avez un copain à côté de vous. De la même manière, vous avez la corruption. Lorsque vous ratez un jet d'attaque, eh bien vous pouvez monter votre dé de concentration d'un cran, et avant un prochain jet d'attaque vous pourrez très bien dire que vous utilisez un point de concentration par exemple pour gagner un bonus de plus 4 sur votre lancer de dés pour essayer de réussir votre prochaine attaque. Je vais vous parler des événements, donc ils sont juste ici. Lorsque je vais tirer un 5 ou moins avec un dé lors d'une attaque, eh bien je vais tirer au hasard une carte événement. Si c'était un maître du donjon, il la choisirait, mais non pas lorsque vous avez réussi un jet de 5 ou moins, il la choisirait quand il veut, pour vous embêter, parce que c'est comme ça, le maître du donjon est là pour vous embêter, ou parfois même pour vous donner un petit coup de pouce quand il sent que ça commence à merdouiller un petit peu. Donc on prendra une carte, et puis une fois qu'elle est résolue, eh bien elle ne sera plus disponible. J'ai acheté également un objet ici, le sceau de l'ultime chance, qui va me permettre de relancer un jet qui serait normalement perdu par le porteur. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt intéressant. Donc j'utiliserai cet objet et il ira à la défausse, puisque les objets ne sont utilisables qu'une fois. Les objets de l'alchimiste, puisque c'en est un, ne sont utilisables qu'une seule fois, sauf si la mention contraire est marquée sur la carte. Et oui mes amis, alors ici vous avez l'ensemble des monstres qui feront partie de notre scénario. Alors regardez quand même. Ici, la quantité de monstres, c'est juste astronomique, la quantité de monstres que vous avez. Alors ici, il y a les monstres du chapitre 1 et du chapitre 2. Et dans le chapitre 2, vous avez des nouveaux monstres qui sont les monstres avec une étoile rouge comme ça, qui sont les monstres intermédiaires. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Vous en avez toute une flopée. Et puis ensuite, vous avez les boss. Donc là, voilà, c'est carrément sympa. Et sachez quand même que vous pouvez jouer avec tout le matériel complémentaire du chapitre 2. Alors tout ou presque, puisqu'il y a quelques cartes qu'il faut enlever du chapitre 2 pour jouer au chapitre 1. Et ça, c'est quand même grave trop la classe. Alors les monstres, en fait, pour que ce soit plus facile, alors parce qu'en fait vous voyez ici ce sont des petits standees qui sont dans les petits plots en plastique, donc pour que ce soit plus visible par rapport à ce que je vais vous montrer ici, j'ai mis des dés, donc avec un numéro 1, 2, 3, 4, 5 qui correspondent ici, vous les retrouvez 1, 2, 3, 4, 5
pour représenter les monstres, mais je vous ai mis leurs petits standees qui sont juste ici parce que il est important de vous les montrer puisque dessus il y a des petites icônes. Par exemple, les monstres avec une petite morsure rouge comme ça, ce seront des monstres qui vont venir vous bouffer la tronche et qui vont pas vous lâcher. Le temps qu'ils vous auront pas tué ou que eux ne seront pas morts, vous n'arriverez pas à vous en défaire, ils vont vous rester dessus tels des zombies affamés qui vont vous bouffer jusqu'à la moelle. Voilà, ça c'est le petit logo rouge, c'est comme ça. Ceux qui ont un petit arc, et bien évidemment vous l'aurez compris, ce sont des tirs à distance, et ceux qui ont un petit bouclier bleu, et bien ils chercheront toujours à vous attaquer bien évidemment, mais également à protéger leurs copains. Donc s'ils ont la possibilité par rapport à leur point de mouvement, et bien ils viendront se placer devant pour éviter que vous puissiez les toucher. Donc ça c'est les boucliers. Dans le chapitre 2, vous allez pouvoir faire une action et un déplacement à chaque tour. Une action, ça peut être utiliser une de vos armes, ça peut être utiliser une capacité, et vous allez pouvoir faire un déplacement de 4 cases maximum, donc entre 1 et 4 cases. Vous voyez qu'ici, il y a toutes les cases qui sont représentées. Vous avez des petits pointillés ici qui représentent des bordures infranchissables, et vous avez parfois des zones comme ceci qui vont représenter avec une petite flèche, je ne sais pas si on la verra bien, mais vous avez donc une hauteur, en fait, une mise en hauteur comme quoi vous avez une différence de niveau, voilà, je vais y arriver, et donc cette petite flèche vous signale que vous allez devoir sauter ici à ici avec un déplacement d'au moins 2 cases pour arriver ici directement, et surtout cette petite flèche en pointe vous rappellera que cette zone n'est valable que dans un seul sens, donc vous ne pourrez que sauter dans ce sens là mais pas dans l'autre sens. Donc les ennemis qui seront ici ne pourront pas grimper, il faudra qu'ils fassent le tour. Donc c'est à vous de décider qui va commencer entre vous ou les monstres. Disons que ce sont les aventuriers, et donc alors une petite chose, c'est que j'ai pris un éclaireur qui a un arc long, donc il va faire de l'attaque à distance. Il faut savoir que l'attaque à distance dans l'ordre de veillée, le chapitre 2, se fait à une distance de 6 maximum, et pour cela vous avez la règle de la mauvaise foi. C'est absolument génial de l'avoir appelé comme ça. Vous allez placer la règle de la mauvaise foi au centre de votre personnage, au centre de votre case, et si vous arrivez bien sans passer un obstacle sur la case d'un adversaire, et bien vous avez tout à fait le droit de lui tirer dessus avec votre arc. Allez, on va démarrer avec notre éclaireur qui va venir juste ici par exemple, se déplacer pour aller essayer d'aller shooter un petit peu par là. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, pourquoi pas, et il va se placer comme ceci, et puis l'autre joueur va en faire autant, 1, 2, 3 et 4. Voilà, et maintenant les joueurs héros ont joué, donc ça va être au tour des monstres. On va commencer par le 1 qui va venir, donc le 1 il s'agit du zombie, il va venir pour essayer de se mettre à grignoter tout le monde, 1, 2, 3, 4, ici 1, 2, 3, le 2 c'est celui-ci, alors lui il va faire un truc un peu particulier puisqu'il va faire 1, 2, 3, 4 pour essayer de protéger son copain. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. On va dire que les monstres se sont déplacés ainsi, et là on va recommencer donc un nouveau tour avec 1, 2, 3, 4, et est-ce que je suis à portée de tir? Ça me semble correct pour aller tirer sur l'espèce de chien corrompu qui est juste ici. Donc on va dire que le tir est peut-être valide, et bien on va essayer de tirer avec notre arc. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va lancer un des 20, hop, j'ai fait 15. À cette valeur, je rajoute la dextérité, puisqu'en fait c'est la valeur qui est indiquée, c'est la caractéristique qui est nécessaire pour utiliser mon arc. Donc je vais regarder combien j'ai en dextérité, j'ai 8, 9 et 10. Alors oui, non, c'était resté d'un autre truc, puisque j'avais une rune que j'ai oublié d'enlever. Hop, je l'enlève. Et donc j'ai 8 et 1, 9. Voilà, donc je vais pouvoir ajouter 9 à 15, ce qui va me faire 24. Pardon. Donc je vais faire 24 de puissance de tir sur mon chien corrompu qui a 4 de défense. Donc autant dire que si il fait 20 au dé, ça va passer pour lui. Il a fait 10, donc il a 10 plus 4, 14. Donc il se prend ma flèche et les dégâts qui vont avec. Ma flèche lui inflige 6 points de dégâts. Est-ce qu'il a un bouclier? Non, il n'a pas de bouclier. Il a 3 points de vie qui sont représentés ici. Eh bien, il n'a pas de réduction de dégâts. Il n'a rien du tout. Eh bien, hop, le chien corrompu, bye bye, il est mort. Donc on va laisser son dé quand même ici, parce que parfois il peut y avoir des événements du maître du donjon qui peuvent, pourquoi pas, faire revenir des monstres. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc lui, il est raide. Allez, hop, on enlève les dés.
Et puis je vais avoir mon élu divin qui va avancer 1, 2, 3, et voilà, je m'arrête là parce que je peux plus passer. Vous avez compris maintenant comment ça va se passer. Donc lui, il est raid. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, du coup, eh bien, maintenant, il va falloir aller attaquer dans l'autre sens. Et pour cela, on va faire, par exemple, avec l'éclaireur, il va faire 1, 2, 3, 4. Non, pas comme ça. 1, 2, 3 et 4. Et il va pouvoir tirer une flèche sur notre zombie. On recommence, c'est parti. Alors là, j'ai fait 4. Alors, vous voyez, eh bien, exactement ce qui va se passer. Je vais tirer une carte événement. On va voir ce qui va se passer. Objet perdu, retire un objet consommable de l'inventaire d'un joueur. Eh bien, mon saut de l'ultime chance, pouf, il s'en va. Voilà, c'est comme ça. J'ai perdu mon saut, mais par contre, je peux tirer quand même. J'ai 4. 4 plus 9, donc 13. Donc là, ça va être quand même plus difficile. On va tirer la défense du zombie. 7 et 3, 10. J'ai de la chance, ça passe. Je lui inflige 6 points de dégâts. Et il n'a aucune résistance. Alors attendez, si le zombie est tué par une attaque au corps à corps, ce qui n'est pas le cas, 3 points de dégâts ignorant, donc il va mourir également. Voilà. Alors c'est le premier scénario, hein. Ne vous en faites pas, il y a des scénarios beaucoup plus difficiles avec des monstres intermédiaires qui ont beaucoup plus de points de vie, donc ça va être beaucoup plus compliqué plus tard. Donc voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. On va jouer comme ça et puis vous allez terminer votre scénario ou pas. Alors si vous le terminez pas, et ben vous allez le recommencer et puis une fois que vous l'aurez terminé, et bien vous allez continuer à lire, à avancer dans l'histoire du chapitre 2 qui est absolument incroyable. Voilà. Vous allez aller à la case 145 comme c'était indiqué au niveau de notre scénario, et là qu'est-ce qui se passe en case 145, on va le mettre juste ici, et bien vous avez ce petit logo bleu avec un feu de camp, et bien là vous allez pouvoir vous reposer. Lorsque vous vous reposez, vous allez récupérer tous vos points de vie et tous vos points d'endurance. Alors je vais y revenir quand même aux points d'endurance. Et vous allez aussi pouvoir réparer votre équipement si jamais il subit de l'usure grâce à des pions, etc. Des pions qui seront en grand nombre ici, vous voyez, vous avez des brûlures, vous avez du sang, vous avez tout un tas de choses, et vous avez des pions usure qui sont par exemple ces pions-là. Voilà, vous avez usure de niveau 1, ce qui fait qu'à chaque tour votre matériel s'use, et lorsque le matériel descend en dessous de la valeur d'achat, eh bien il est détruit. Donc vous allez pouvoir le réparer, et puis vous allez pouvoir également souvent prendre des cristaux si le scénario vous le dit, et puis peut-être les utiliser pour monter votre niveau. Je vous parlais de l'endurance. Alors la vitalité qui est ici, ça correspond à votre vitalité qui est inscrite juste ici, hein. Donc ce sont vos points de vie, vous allez descendre au fur et à mesure. Et ici vous avez l'endurance. Donc l'endurance, là par exemple j'ai 6, et à chaque fois que je vais utiliser une capacité comme action, eh bien je vais perdre de l'endurance par rapport au coût de ce qui est demandé. Donc là par exemple, mon coût d'endurance ici pour mon niveau 3, ma capacité de niveau 3, je vais donc perdre 2 d'endurance pour la faire. Ici je vais perdre 3 d'endurance. Donc vous voyez, c'est comme ça que vous allez évoluer. À chaque fois que vous allez tuer des monstres intermédiaires ou des boss, eh bien vous allez avoir des points de récupération d'endurance. Donc ce sera par exemple 1 point pour un monstre intermédiaire, et puis 2 points pour un boss par exemple, et puis vous allez devoir répartir entre les joueurs, donc suivant qui en a besoin. Vous avez plein de petites choses comme ça dans ce monde merveilleux qui est l'Ordre de Veyel. Je vous conseille 1000 fois de découvrir l'Ordre de Veyel de chez Paris Édition. Je vous donne mon avis dans 2 secondes, juste après ça. Alors voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur l'Ordre de Veyel. Donc je vous ai pas dit tout, hein, évidemment, je vous ai pas détaillé les pions, tous les pions, les poisons, etc. Mais vous avez une quantité monstrueuse d'effets de jeux qui vont arriver par le biais du maître de donjon et de ces monstres qui vont venir vous embêter. Mais l'ordre de chapitre 2, il est juste ici, donc c'est Paris Édition, je le rappelle, c'est pour 1 à 7 joueurs, puisqu'en fait vous pouvez jouer tout seul, comme là j'ai fait, c'est-à-dire vous prenez par exemple 2 personnages, c'est minimum 2 personnages, et vous allez jouer comme ça toute la campagne. C'est pour 15 ans et plus. Alors le temps de partie n'est pas donné volontairement, parce qu'en fait le temps de partie va dépendre de tout un tas de facteurs. Donc si vous jouez avec donc un maître de donjon, donc là on est vraiment proche du jeu de rôle. On a un écran, je vous l'ai pas montré, mais on a un écran de maître du donjon, je vais vous le montrer, hein, je vais aller le chercher, et puis on a tout un tas de trucs. Regardez-moi ça, hop, ça les amis, c'est le paquet
de plateaux de jeu. Dans un jeu, généralement, vous avez un plateau de jeu, ou alors vous avez des tuiles qui s'assemblent pour faire, voilà, à peu près toujours le même plateau, sans trop de détails. Là, vous avez, sans mentir, hein, je crois que vous avez 34 plateaux de jeu différents qui sont mis avec 4 ou 6 morceaux comme ça, donc recto verso, qui sont numérotés. Vous allez les prendre à chaque fois, donc si c'est 4, vous mettez les 4, si c'est 6. Alors ça bouge un peu évidemment, puisque c'est, voilà, on n'est pas sur du plateau carton. Alors c'est pas fin, hein, c'est du beau papier comme il faut, et donc il n'y a pas de problème, mais ça bouge un petit peu sur une table. Donc si vous avez une nappe et tout, il faut bien aplatir tout ou carrément lever la nappe pour pas que ça bouge. Donc au niveau du chapitre 2 de l'apport, on est vraiment passer à autre chose, puisque le chapitre 1, vous étiez sur un dungeon crawler vraiment classique, avec une avancée comme ça de salle. Alors classique, oui et non, parce que c'était quand même vraiment bien fait, mais là on est sur un jeu de plateau, avec une campagne, avec une histoire de dingue, avec des scénarios. Donc je crois que c'est 34 scénarios. Alors vous les ferez pas forcément tous dans votre campagne, parce que vous allez faire des embranchements différents, etc., qui vont vous amener à tel ou tel endroit. Vous allez parfois sortir de l'histoire principale pour aller aider des gens, par exemple, qui vont vous amener sur d'autres scénarios. Donc ça, ce seront vos choix personnels qui seront pris en compte dans le jeu pour faire ça. Vous allez faire évoluer vos personnages, vous allez pouvoir changer de personnage si vous le souhaitez à des moments, parce qu'il y a certains scénarios qui vont vous imposer des personnages. Donc vous allez pouvoir aussi bien prendre votre équipement et le mettre sur l'autre personnage, et puis voilà, vous allez avancer comme ça pour pas trop vous galérer. Vous allez pouvoir faire une campagne avec vos amis qui va vous occuper pendant pas mal de soirées. Je vais vous chercher le paravent du maître de jeu. Et voilà, regardez-moi ça, le paravent du maître de jeu. Limite un truc du maître de l'univers, on croirait Skeletor, et à l'intérieur vous avez tout ce qui concerne le maître du jeu, avec plein de rappels, voilà, des petits rappels. C'est une méga aide de jeu pour plein de trucs, donc c'est absolument trop cool, avec les évolutions, les différents niveaux, les passages qui sont jouables que dans un sens, etc. Enfin c'est vraiment trop bien. Vous avez tout ce qu'il faut, tout pour répondre à vos questions sur le tableau du maître de jeu. Vous avez tout un tas d'accessoires. Donc là, j'ai mis les accessoires dans une boîte en plastique comme ça, pas cher. Donc là, vous avez tous les monstres, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Vous pouvez tout ranger. Et alors, pour ceux qui connaissent le chapitre 1, donc la boîte, elle est épaisse comme ça. Et ben là, elle est remplie de fiches de personnages. C'est absolument dingo. Entre les boss, regardez-moi ça, tout ça là. Tout ça, ce sont que des personnages. Alors, ils sont tous jouables, soit par le maître du donjon. Alors, hop, je vais vous montrer vite fait ceux qui sont jouables par le maître du donjon. Donc, vous avez tout ça. Alors, il y en a que j'ai même pas joué, hein. Vous avez tous ces monstres-là. Voilà. Hop, ça, c'est les boss. Et puis, après, vous avez les deux personnages que j'avais sur la table, l'éclaireur et l'élu divin. Et puis, vous avez donc tout un tas de héros qui sont absolument aussi géniaux les uns que les autres. Donc l'imprégné d'Ilus, l'usurpatrice, l'érudit, la magicienne, enfin l'illusionniste, etc. Enfin la chamane. C'est absolument incroyable. Le matériel qui est mis à disposition par Alexandre et David Rousseau est absolument fabuleux et incroyable. Voilà, ces boîtes-là, ces garçons-là, ce sont des génies. Je ne comprends même pas pourquoi ils sont pas distribués pas plus que ça, parce que c'est absolument barjot. Je trouve que ces garçons-là devraient mériter bien plus que ça, parce que ce sont vraiment des génies en termes de création de monde. C'est eux qui ont tout écrit. Ils avaient écrit aussi un livre qui s'appelle Renaissance. Vous aviez, le Divine Corruption, le livre. Vous aviez un autre jeu de cartes qui s'appelait Renaissance. Et puis vous avez également L'eau de la bouteille qui a été fait par ces garçons-là, qui a été livré en même temps que l'Ordre de Véhél chapitre 2. Ce sont des barjots. Là, il va y avoir une extension à leur chapitre 2 avec des youtubeurs. Voilà, ils avaient envie de faire ça avec des youtubeurs qu'ils kiffent depuis très longtemps. Je trouve l'idée vraiment trop cool. Bon, même si je suis pas dedans. Voilà. Tant pis, j'aurais bien aimé voir ma tronche en chevalier ou en éclaireur, là ça aurait été trop bien. Et puis vous allez également avoir l'Ordre de Véhél en jeu de cartes qui va sortir. Donc il y a une vidéo sur le YouTube de Paris Édition qui montre déjà des esquisses, en fait, des cartes qui sont terminées. Vous allez voir la beauté des cartes, c'est juste incroyable. Ils travaillent avec un illustrateur qui est juste magique. Donc voilà, si vous aimez ce genre de jeu, foncez, vous allez voir. Et j'espère qu'ils auront la possibilité, parce qu'à la base, l'Ordre de Véhél, c'est 3 chapitres, j'espère qu'ils auront la possibilité de sortir leur 3e chapitre, qui va nous amener encore un cran de plus vers le jeu de rôle. Voilà, on va passer du dungeon crawler
au jeu de rôle en passant par le chapitre 2 qui nous amène sur le jeu de plateau avec donc des déplacements de figurines, etc. C'est trop bien, je vous conseille 1000 fois d'essayer ça. Et puis maintenant que vous savez tout sur l'ordre de Weyel, et ben alors, tu joues quoi?